Dans les précédentes vidéos, on a vu la crise des fondements. Maintenant, la volonté d'axiomatiser les maths et de les rendre plus sûres. On a également parlé du rôle qu'a eu la théorie des ensembles vis-à-vis de l'infini, les questions que cela posait quant à la fiabilité des mathématiques. Aujourd'hui, on va faire culminer les questions dans le plus gros morceau des mathématiques du XXe siècle, la théorie des ensembles. La théorie des ensembles, c'est la théorie des fondements usuels des maths, celle dont on a vu qu'elle a mené à toutes ces déterminations sur l'infini. Et nous verrons pourquoi, malgré ses suffisances mathématiques, elle n'est pas si satisfaisante philosophiquement, et nous explorerons rapidement dans des alternatives plus modernes. En fait, la théorie d'ensemble, elle apparaît d'abord vers les années 1866. Vous voyez qui utilise les ensembles en tant que tels pour ses travaux, des objets mathématiques en soi, c'est Georg Cantor, même s'il y en a d'autres, comme Bolzano ou Dedekind, qui ont déjà utilisé ces objets avant. En l'occurrence, Cantor travaille sur l'unicité des séries trigonométriques, un problème posé par Edward Heyden. En gros, c'est l'idée de décomposer une fonction en une somme de cosinus et de sinus, un exemple étant les séries de Fourier. Pour ça, il va considérer une collection de nombres réels distincts. C'est la première occurrence de la notion d'ensemble en tant qu'objet mathématique. Il publie son résultat dans son article de 1872, Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen. En français, extension d'un théorème de la théorie des séries trigonométriques. Il y introduit ce qu'il appelle un système de valeurs, ce qui correspond en fait à la notion d'ensemble d'abord donnée par Bernard Bolzano en 1851, que je vais appeler ensemble ici aussi. Pour résoudre son problème d'unicité des séries trigonométriques, il introduit la notion d'ensemble dérivé. Le dérivé de l'ensemble X, c'est un ensemble qu'on obtient en retirant à X ses points isolés. Il fait ça pour étudier les séries trigonométriques qui pourraient ne pas converger en des points isolés. Sauf que ça va intéresser Cantor à l'étude des ensembles en tant qu'objets en soi, suffisants à eux-mêmes. Il publie en 1874 Über eine Eigenschaft des Inbegriffes als reeller algebraischen Zahlen, en français, sur une propriété du système des nombres algébriques réels, où il démontre qu'on ne peut pas faire correspondre chaque nombre réel à un et un seul entier naturel. En des termes plus modernes, on dit que n et r ne sont pas en bijection, que r n'est pas dénombrable. D'ailleurs, il n'utilise pas son célèbre argument diagonal, qui lui ne vient que bien plus tard en 1891. De ses propres mots, en fait, l'argument qu'il utilise est bien plus compliqué. De ce résultat s'ensuit la théorie ordinale, la théorie cardinale qu'il développe dans un article postérieur. On va pas faire toute la biographie de Cantor, mais si vous voulez une bonne liste de ses travaux, je vous ai mis un lien en description vers Gallica, qui a publié un recueil d'articles. En tout cas, Cantor est l'inventeur de la théorie des ensembles, et énonce de nombreux théorèmes et théories très intéressants. Évoquons tout de même un énoncé central, l'hypothèse du continu. Cette hypothèse est formulée dans son 4e article, Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre, en français, une contribution à la théorie des ensembles, de 1878. La question posée est la suivante. Est-ce qu'il existe un cardinal entre celui de n et celui de r? On reviendra sur cette hypothèse plus tard. J'ai longuement parlé la dernière fois des implications de ces travaux par rapport à l'infini. Il y a quelque chose qu'on a peu évoqué, qui est pourtant fondamental, c'est le rapport de la théorie des ensembles avec la crise des fondements dont j'ai parlé dans ma première vidéo. J'évoque rapidement la théorie des ensembles comme point final de cette crise, mais sans expliciter. Il est temps de s'en occuper. Pour rappel, rapidement, la crise des fondements arrive quand le mathématicien Gottlob Frege échoue à fonder l'arithmétique sur la logique pure, en essayant une contradiction avec le paradoxe de Russell en 1920. L'idée générale des travaux de Frege est le suivant: atteindre la même perfection mathématique dans l'arithmétique que dans la géométrie. De la crise émergent 3 écoles de pensée, logicistes, intuitionnistes et formalistes. Je détaille ces 3 écoles de pensée dans ma première vidéo. Sauf qu'en fait, des paradoxes similaires touchent aussi la théorie des ensembles de Cantor. En fait, en fondant sa théorie ordinale, il voit bien en 1899 qu'il risque d'avoir un problème, parce qu'il ne peut pas avoir un dernier ordinal. Autrement dit, il n'y a pas d'ensemble de tous les ordinaux, ça ne peut pas exister. Ce problème est connu aujourd'hui sous le nom du paradoxe de Burali-Forti, il a déjà publié en 1897 par Cesare Burali-Forti. Pour résoudre ce paradoxe, Cantor introduit la notion de système consistant, qu'il définit comme toute collection d'objets qu'on peut penser comme un tout. Dit comme ça ne paraît pas très clair, mais en fait ce que ça signifie, c'est que lorsqu'on rassemble des éléments dans une collection et que ça aboutit à un paradoxe, c'est que le système n'est pas consistant, et il appelle ça un système inconsistant. La classe de tous les ordinaux peut être décrite, mais ce n'est pas un ensemble susceptible d'un élément d'un autre ensemble, parce que c'est un système inconsistant. En fait, c'est la première distinction entre ensemble et classe propre,
comme on le dirait aujourd'hui. En fait, ce qu'on constate, c'est que la théorie des ensembles, c'est quand même une plutôt bonne candidate pour fonder les mathématiques. Elles font déjà l'arithmétique, mais surtout, à peu près tout, voire même carrément tout, peut s'interpréter en termes d'ensemble. Donc c'est même bien pratique. Donc si on veut fonder toutes les mathématiques, il serait de bon goût de pouvoir axiomatiser la théorie des ensembles. Pour ça, il faut bien sûr éviter les paradoxes, et donc définir proprement ce que c'est qu'un ensemble, et les relations que les ensembles sont autorisés à avoir les uns avec les autres. Pour ça, il y a une méthode qui est assez simple. Il suffit de dire que tous les objets qu'on manipule de façon cohérente, c'est des ensembles. C'est-à-dire que l'ensemble, c'est un objet primitif. Il n'y a pas besoin de définition, parce que de toute façon, tout est ensemble. De fait, si un ensemble est contradictoire, il suffit de dire que c'est une classe propre, une classe qui n'est pas un ensemble. Donc maintenant, on en est réduit à devoir juste définir les relations valides que les ensembles peuvent entretenir. C'est ce que Ernst Zermelo propose en 1908 dans son article Untersuchungen über die Grundlagen der Menge und Lehre. En français, recherche sur les fondements de la théorie des ensembles. Cette théorie est aujourd'hui connue comme la théorie Z, Z comme Zermelo. D'abord, une relation intuitive pour deux ensembles, c'est l'appartenance. Un ensemble, c'est intuitivement une collection d'objets. On peut le voir comme un sac. L'appartenance, c'est le fait que le sac contienne des trucs. Quand mon sac X contient un objet Y, on dit que Y appartient à X. C'est ça l'appartenance, c'est une relation fondamentale entre X et Y qui a comme sens le fait pour Y d'être à l'intérieur de X. À partir de là, on peut définir l'égalité entre deux ensembles. Cette définition elle est donnée par l'axiome dit d'extensionnalité, le premier de la théorie de Zermelo. Intuitivement, pour que deux sacs soient les mêmes, il suffit de dire qu'ils contiennent exactement les mêmes objets. Alors bien sûr, pas des copies des objets, mais exactement les mêmes. C'est-à-dire que si mon sac contient uniquement mon t-shirt, alors un autre sac hypothétique contiendrait aussi uniquement mon t-shirt, en fait c'est le mien. Cet axiome il donne aux ensembles leur identité. Il n'y a pas d'ambiguïté sur un ensemble, pourvu qu'on en connaisse ses éléments. L'ensemble est entièrement déterminé par son contenu. On va détailler un deuxième axiome qui est important dans la théorie de Zermelo, parce que c'est celui qui va permettre d'éviter les paradoxes comme celui de Russell, de Broglie-Forti. Dans la théorie Z, c'est le troisième. L'idée va être de restreindre la loi 5 fondamentale de Frege, qui, pour rappel, autorise pour toute propriété à former l'ensemble des objets qui vérifient cette propriété. Cette loi autorise trop d'ensembles, donc il faut la restreindre. Pour ça, Zermelo introduit ce qu'il appelle l'axiome de séparation, aussi appelé axiome de compréhension. En fait, c'est même ce qu'on appelle un schéma d'axiome, autrement dit un axiome pour chaque formule valide. Ça veut dire que la théorie de Zermelo, en fait, elle contient une infinité d'axiomes qui sont condensés en un seul schéma. Bref, l'idée de ce schéma d'axiomes, c'est que les ensembles formés doivent être à partir d'un ensemble parent. Autrement dit, pour former un nouvel ensemble, on doit utiliser une propriété qui quantifie sur un ensemble dont on sait déjà qu'il existe. Nouvel ensemble conforme, c'est donc un sous-ensemble de ces ensembles parents, le sous-ensemble des éléments pour lesquels la propriété est vraie. Malheureusement, on n'a aucune garantie que cet axiome ne permet pas des ensembles incohérents. Zermelo n'est pas parvenu à démontrer la cohérence de cette théorie, et on sait d'ailleurs depuis Gödel qu'une telle démonstration ne peut pas exister si la théorie est cohérente, puisque la théorie est suffisamment riche. Mais c'est un axiome relativement intuitif. Comme on se base sur un ensemble qui existe, ces sous-ensembles n'ont aucune raison a priori de ne pas exister. Donc ça fait sens qu'une propriété puisse former un de ces sous-ensembles sans contradiction. Zermelo le dit comme ça. À l'aide de cet axiome, on n'aura jamais d'ensemble défini indépendamment, mais ils seront au contraire obtenus comme sous-ensembles formés d'éléments triés dans des ensembles déjà construits. De cette façon, on éliminera les notions contradictoires, comme l'ensemble de tous les ensembles, ou l'ensemble de tous les nombres ordinaux. Les deux axiomes qu'on vient de voir, c'est sans doute les plus utiles, dans le sens où l'extensionnalité définit d'une certaine manière les ensembles, et où la séparation répond directement aux problèmes de l'époque, les paradoxes de la théorie naïve. Et bien sûr, pour fonder les maths, ils ne suffisent pas. 5 autres axiomes forment la théorie de Zermelo. L'axiome 2, c'est un axiome qui postule l'existence de certains ensembles élémentaires. Par exemple, l'ensemble vide, ou la paire de deux ensembles qui existent déjà. L'axiome 4, c'est l'axiome de l'ensemble des parties, qui postule l'existence, pour un ensemble, l'existence de l'ensemble de ses sous-ensembles. Pour comprendre les deux axiomes suivants, je vous propose de regarder avec des cartes. J'ai devant moi un ensemble de 6 paquets de cartes, c'est-à-dire un ensemble de 6 ensembles. Le cinquième axiome de la théorie de Zermelo, il dit que, pour cet ensemble de 6 ensembles, je peux former la réunion de ces ensembles. Tous les ensembles pour obtenir un ensemble plus grand qui va contenir tous les éléments de tous les ensembles et on va éliminer les doublons, par exemple celle-là, celle-là, celle-là. Bon, là je prends au pif, mais on n'a qu'à dire que c'est des doublons. On enlève les doublons et on forme un nouvel ensemble qui va être la réunion de tous les éléments précédents. Sixième axiome, c'est l'axiome du choix. On va considérer de nouveau un ensemble de 6 paquets de cartes, de 6 ensembles,
Et j'ai déjà enlevé les doublons ici. C'est-à-dire que si je réunis toutes les cartes qui sont là, j'obtiens la réunion. Et bien l'axiome du choix, il dit que je peux former un nouveau ensemble en choisissant un élément de chacun de ces ensembles. Par exemple, je prends celui-ci, là, celle-là, celle-là, celle-ci, et celle-là. Et voilà, je forme un nouvel ensemble. On prend une carte dans chacun des ensembles éléments de mon ensemble de base, à l'exception des doublons. L'axiome du choix, il est inclus par Zermelo en 1808, mais les versions modernes de la théorie des excluent. Enfin, il y a un dernier axiome, le septième, c'est l'axiome de l'infini. Il postule l'existence d'un ensemble inductif. Un tel ensemble, il contient l'ensemble vide, et à chaque fois qu'il contient un élément, alors il contient aussi l'ensemble qui contient uniquement cet objet. Il l'appelle l'axiome de l'infini, parce qu'un tel ensemble est infini, et pas que donc. En 1922, Abraham Frenkel affirme, dans Zu den Grundlagen der Cantor-Zermelowschen Eigenlehre, en français, sur les fondements de la théorie des ensembles de Cantor-Zermelo, que la théorie de Zermelo, elle est lacunaire, qu'il y a des ensembles qui devraient, intuitivement, exister, mais que la théorie de Zermelo ne le permet pas. Autrement dit, Frenkel trouve que l'axiome de séparation de Zermelo est trop restreint. Il propose alors un nouvel axiome, l'axiome de remplacement, qui rajoute l'idée de correspondance. En gros, plutôt que de considérer un sous-ensemble de l'ensemble d'origine, il va considérer un sous-ensemble de l'image de l'ensemble d'origine par une fonction. C'est un peu plus compliqué, peut-être un peu moins intuitif, mais ça restera moins la formation d'ensemble, et ça permet de former des ensembles qui devraient exister. C'est ce qui autorise en fait certains aspects de la théorie ordinale, par exemple avec les puissances itérées et les itérations transfinies, que la théorie de Zermelo ne peut en fait pas faire. D'ailleurs, on en déduit aussi les ensembles élémentaires de l'axiome 2 de Zermelo. Skolem arrive à des conclusions similaires de façon indépendante. Zermelo propose alors en 1930, donc, sur les nombres limites et les domaines d'ensemble, une nouvelle recherche sur les fondements de la théorie des ensembles, un nouveau système qu'il appelle ZF pour Zermelo-Frenkel. Il y inclut l'axiome de remplacement de Frenkel et un nouvel axiome, l'axiome de fondation. Ce dernier a été introduit par von Neumann en 1925 et permet en gros de dire qu'on ne peut pas régresser à l'infini dans la relation d'appartenance. Il empêche les boucles d'appartenance. Je ne sais pas si l'axiome du choix y figure historiquement, mais la version moderne de ZF l'exclut. Quand on ajoute l'axiome du choix à ZF, on parle de ZFC. C'est cette théorie, ZFC, qui constitue la fondation moderne de toutes les mathématiques. La théorie des fondements, encore utilisée aujourd'hui, même si elle a vécu quelques ajustements depuis son introduction historique. Nous en avons longtemps parlé, donc récapitulons. Dans les années 1870, Cantor commence à étudier la théorie des ensembles. Mais la crise des fondements frappe, et on cherche à fonder les mathématiques sur des propositions fondamentales, les axiomes. Zermelo propose une axiomatique de la théorie des ensembles en 1908, et la complète en 1930 suite aux apports de Frenkel, formant la théorie des ensembles modernes ZFC. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais elle ne fait que commencer. Étant donné que la crise des fondements c'est d'abord un problème philosophique, je vous propose de faire un petit détour philosophique. En fait, la théorie des ensembles, elle est double à ce niveau. Un aspect sur l'infini, que j'ai traité dans ma précédente vidéo, et un aspect fondationnel, que je vais traiter maintenant. Rappelons que la théorie des ensembles est plutôt proche de l'idéal formaliste, du programme de Hilbert. Elle ne l'est pas car elle est formelle, même si elle l'est, mais plutôt parce qu'elle fonde sa légitimité, d'abord sur le fait qu'elle fonctionne, qu'on peut effectivement en déduire toutes les mathématiques, et d'autre part sur le fait qu'on a de bonnes raisons de penser qu'elle est cohérente, même si on ne peut pas le prouver. Et il y a une ambiguïté ici. Qu'est-ce que ça veut dire, en déduire toutes les mathématiques? Bah ouais, si on prend l'exemple de la géométrie euclidienne, celle-ci est fondée sur les axiomes d'Euclide, pas sur la théorie des ensembles. Qu'est-ce que ça signifie pour la théorie des ensembles de déduire la géométrie euclidienne? Une réponse naturelle, c'est de dire qu'on prouve les axiomes de la géométrie euclidienne dans la théorie des ensembles. Encore une fois, ça c'est ambigu. Les axiomes d'Euclide concernent des objets qui ne sont pas a priori des ensembles. Ils concernent des droites, des cercles, des points, etc. Donc ça paraît difficile de prouver des axiomes relatifs à des objets qui ne semblent pas exister. Donc en fait, pour pouvoir prouver ces axiomes, on va d'abord devoir interpréter les objets de façon ensembliste. C'est-à-dire, il faut construire des ensembles qui correspondent à ce qu'on appelle des points, des droites et des cercles. On pourra donc manipuler avec la théorie des ensembles pour démontrer les axiomes d'Euclide. C'est ce qu'on appelle un modèle de la théorie de la géométrie euclidienne. C'est une interprétation, en l'occurrence ensembliste, des objets concernés. C'est là qu'on voit une distinction à faire entre une théorie et sa réalisation. Les axiomes d'une théorie, c'est ses propositions de base, desquelles découle tout le reste. Peu importe la manière dont on les réalise, on n'a pas besoin de refaire tous les raisonnements une fois qu'on l'a fait. Mais cette réalisation, justement, c'est le modèle. Et donc, il peut exister plusieurs modèles d'une même théorie, a priori. Prenons l'exemple de l'arithmétique, qui est très parlant. La construction classique des entiers
dans la théorie des ensembles, c'est la construction de von Neumann, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. On prend 0 comme l'ensemble vide, et l'entier n, c'est l'ensemble des entiers de 0 à n-1. Mais il y a une autre construction, celle de Zermelo. Où 0, c'est aussi l'ensemble vide, mais où l'entier n, c'est l'ensemble qui contient n-1. Donc par exemple, 2, c'est singleton 1, c'est-à-dire singleton de singleton 0. Alors que dans la construction de von Neumann, 2, c'est la paire 0,1, c'est-à-dire que c'est l'ensemble qui contient 0 et singleton 0. Ces deux constructions satisfont les axiomes classiques de l'arithmétique, les axiomes de Peano, du nom de Giuseppe Peano, qui les a exposés en 1889 dans Arithmetices Principia, Nova Methodo Exposita. En français, principe de l'arithmétique, exposition d'une nouvelle méthode. Ce sont donc deux modèles différents de la même arithmétique dans la théorie des ensembles, et ces deux modèles sont valides. Bon, même si on peut argumenter que celle de von Neumann est plus pratique que celle de Zermelo, notamment vis-à-vis des cardinaux. De fait, il y a une observation qui s'impose. En fait, la théorie des ensembles, elle fonde pas vraiment les mathématiques. En fait, les théories mathématiques, elles ne reposent sur les ensembles qu'à un niveau métamathématique. Elles sont modélisées. On peut produire des modèles de toutes les théories mathématiques usuelles. On peut produire des modèles des différentes géométries, de l'arithmétique de Peano, des différentes structures algébriques, les groupes, les anneaux, les corps, entre autres, de l'analyse par la construction des corps réels, et bien d'autres domaines. Mais ces domaines, ils sont axiomatisés, indépendamment de la théorie des ensembles, et ils se portent très bien sans elle. La théorie des ensembles, en fait, elle ne fait qu'offrir un cadre général dans lequel formuler des modèles de toutes ces théories sur un socle commun. Ce qui est déjà très bien, hein, mais c'est en dessous des prétentions de certains. Cette réflexion, elle est à l'origine d'une position philosophique de plus en plus commune qu'on appelle le structuralisme. En fait, cette position, elle existait déjà avec l'algèbre abstraite, qui étudie les structures algébriques indépendamment de leur contenu concret, mais elle prend vraiment son envol avec le constat qu'une même théorie peut être instanciée de façon équivalente par plusieurs modèles, le monde mathématique concret. L'arithmétique de Peano, c'est la même, quelle que soit la construction des entiers naturels qu'on utilise. Ce qui compte, c'est pas le contenu de la théorie, les objets concrets manipulés, c'est le rôle qu'ils occupent dans la structure de la théorie. Le structuralisme a un avantage certain sur d'autres philosophies. En plus de refléter assez bien la structure interne des mathématiques elles-mêmes, il ne s'oppose pas particulièrement aux philosophies classiques. En fait, on constate en gros trois variantes de structuralisme. D'abord, il y a le structuralisme interem, avant la chose. C'est le structuralisme pour un platoniste convaincu, mais qui trouve de l'attrait dans le structuralisme. Pour le structuralisme antérème, les structures existent dans le monde des idées, le monde de Platon, et elles s'instancient dans la réalité mathématique concrète, en tant que structure composée d'objets concrets. La même structure peut s'instancier plusieurs fois, dans des objets concrets différents, et on reconnaît que c'est la même structure en observant les relations qu'ont les objets les uns avec les autres. Ce structuralisme antérème, il est d'abord défendu par Ben Shapiro, son livre Philosophy of Mathematics, Structure and Ontology, de 1997. Il y donne des fondations axiomatiques, où il définit ce que devrait être une structure. En fait, c'est la variante la plus simple. La structure existe, on peut parler de la structure de X en tant que telle, et elle s'instancie dans des modèles. Et c'est aussi un engagement ontologique très fort, à l'image du platonisme, parce qu'il suppose l'existence d'un monde immatériel, séparé du monde physique, dans lequel résident ces structures. Une autre variante, c'est le structuralisme innereux, c'est-à-dire dans la chose. Ça, c'est une variante plutôt aristotélicienne du structuralisme. Les structures n'existent pas en elles-mêmes dans un monde séparé du monde physique, mais elles existent dans leurs instances mathématiques. Il n'y a pas l'arithmétique de Peano en tant que telle dans le monde des maths, mais il y a des modèles de l'arithmétique de Peano. En fait, quand on parle de l'arithmétique de Peano, on ne parle pas d'une chose abstraite, mais de n'importe quel modèle de cette arithmétique. C'est la position de Michael Resnick dans Science of Patterns en 1997. Pour lui, les maths, c'est la science des motifs, de la reconnaissance des points communs entre les choses différentes. C'est ces points communs qui forment des structures mathématiques. Le structuralisme innereux est donc la négation d'une existence métaphysique des structures, en acceptant seulement une existence concrète dans leur réalisation. Elle peut exister sous plusieurs formes, les deux constructions de l'arithmétique en théorie des ensembles par exemple. Et dans les deux cas, c'est la structure qui apparaît. Par ailleurs, le structuralisme innereux a une garantie. Si une structure cohérente existe, elle pourra toujours s'instancier dans un modèle. Ça, c'est le théorème de complétude de Gödel, qui dit plus précisément que toute théorie de logique du premier ordre, qui est cohérente, admet un modèle. Mais alors il n'y a pas besoin de tout l'appareil ontologique du structuralisme en TLM, qui n'apporte donc rien de plus, puisque tout ce qui existe peut s'instancier. Il n'y a pas de raison de croire en des structures abstraites, car elles ont toujours au moins un aspect concret, le modèle, qui suffit comme totalité de la structure. Enfin, une dernière variante du structuralisme, c'est le structuralisme post-rem, c'est-à-dire après la chose. En général, on l'appelle plutôt structuralisme modal, mais je préférais dire post-rem en comparaison aux autres structuralismes, avant, dans et après la chose.
Pour cette variante de structuralisme, la structure émerge des systèmes existants qui la modélisent. On peut interpréter ça en se disant qu'une structure est formée par l'ensemble des modèles isomorphes, c'est-à-dire qui ont la même forme. Le fait, ce n'est pas un objet abstrait qui s'instancie, mais plutôt le résultat de la formation de tous les systèmes équivalents. Il n'y a donc pas d'engagement ontologique, puisqu'on construit la notion de structure à partir du concret. Ça, c'est la position de Charles Parsons. Son idée, c'est que la structure peut être discutée dans les métathéories, plutôt qu'en supposant l'existence d'une structure en soi. Pour lui, la structure, c'est une abstraction dérivée de la théorie ou de la pratique, et non des objets existants de fait. Il suggère par exemple que la théorie catégorique de Peano du second ordre introduit implicitement la structure d'une façon qui n'a rien à voir avec le structuralisme inreux ou antérem. En bref, les structures sont postérieures au système. Un point intéressant de structuralisme au niveau fondationnel, c'est le fait qu'on peut aussi avoir plusieurs théories des ensembles différentes. On en a déjà vu trois, Z, ZF et ZFC, la plus riche étant ZFC. Mais on peut aller plus loin. Prenons ZFC, et en la supposant cohérente, et comme elle peut formuler l'arithmétique, on a avec le premier théorème d'incomplétude qu'il y a des propositions indépendantes de ZFC. Un exemple en fait, c'est la fameuse hypothèse du continu que j'ai évoquée précédemment. Gödel et Cohen ont démontré, respectivement en 1940 et en 1963, que l'hypothèse du continu est indépendante de ZFC. On peut donc ajouter le continu à ZFC, ou ajouter sa négation en préservant la cohérence. Ça produit une nouvelle structure ensembliste, une nouvelle théorie des ensembles avec des nouveaux résultats. Ça incarne l'idée formaliste que ce qui compte dans les mathématiques, c'est pas la correspondance avec la réalité, mais ce qu'on peut faire avec une théorie. Des théories qui se contredisent entre elles peuvent toutes deux être utiles et modéliser les mathématiques. Un autre domaine assez intéressant, c'est les reverse mathématiques. En fait, les reverse mathématiques, en gros, c'est un domaine des maths dans lequel on cherche les théories avec le moins d'axiomes, les théories les plus efficientes pour fonder les maths. Un exemple de ça, c'est la Pocket Set Theory de Holmes en 2017, que personnellement j'apprécie beaucoup, qui se base sur trois axiomes et un schéma d'axiomes. Donc c'est une théorie qui est très simple, qui permet de faire la plupart des mathématiques. Bon, après tout ça c'est bien gentil, mais en fait la théorie des ensembles elle-même, en revanche, elle n'est pas vraiment structuraliste, c'est même plutôt le contraire. Ce qui compte pour un ensemble, c'est pas son rôle dans une structure externe ou sa propre structure interne, mais c'est bien les objets qu'il contient individuellement, en tant qu'objet. De fait, on voit parfois les gens défendre que N n'est pas inclus dans Z, parce que la construction usuelle de Z en théorie des ensembles fait que effectivement l'inclusion elle n'est pas vérifiée. Mais ça c'est un peu bizarre, parce que N c'est les entiers naturels, Z c'est les entiers relatifs. Si les entiers naturels ne sont pas des entiers relatifs, c'est un peu étrange. Et puis dans la vraie vie, on ne compte pas en utilisant les objets mathématiques qui sont construits par la théorie des ensembles. On dit moins 2, puis moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. Et dans la vie de tous les jours, N est inclus dans Z. Donc finalement, on perd quand même quelque chose. Bon, à la limite, avec l'idée qu'elle modélise des théories mathématiques, on peut faire correspondre de loin la théorie des ensembles à un structuralisme innereux. Mais c'est pas très satisfaisant. C'est un enfer structuraliste qui motive la recherche de nouvelles fondations qui rentrent davantage dans cette philosophie émergente, pour des mathématiques plus philosophiquement cohérentes. Pour conclure cette vidéo, je vous propose de faire un tour d'horizon des diverses théories non ensemblistes qui peuvent se présenter comme alternatives à ZFC comme fondement. Une des perspectives pour ça, c'est la théorie des catégories. C'est une théorie qui a été fondée par Samuel Eilenberg et Saunders Mac Lane en 1945 dans leur article General Topology of Natural Equivalences, dans le but d'unifier le langage de l'algèbre et de la topologie. Elle permet notamment de simplifier l'écriture de théorèmes, géométrie algébrique notamment. Elle est particulièrement structuraliste. Une catégorie, en fait, c'est en quelque sorte une structure de structure. Ces objets primitifs sont appelés les objets et les flèches. Si vous parlez anglais, je vous conseille la chaîne Isomorphic, qui a fait quelques vidéos d'introduction à la théorie des catégories au niveau vulgarisation, qui adopte une posture très structuraliste pour le coup. Quand on étudie une catégorie, on ne s'intéresse donc pas à ses éléments, mais on s'intéresse aux relations entre ces éléments indépendamment de leur réalité concrète. On retrouve l'intuition vis-à-vis des entiers. On retrouve bien que n est inclus dans L malgré sa construction, car c'est vrai à isomorphisme près. L'identité n'est plus l'égalité, mais l'existence d'isomorphisme. Et justement, la théorie des catégories, elle propose une théorie fondationnelle, qui s'appelle ETCS, pour Elementary Theory of the Category of Sets. Elle se base sur 8 schémas d'axiomes que je ne vais pas expliciter, vous aurez une source en description si vous voulez aller voir. C'est une théorie de premier ordre qui est capable de fournir l'ordinal oméga. Elle est aussi forte que ZFC si on rajoute un schéma catégorique de remplacement, et sinon elle est aussi forte que Z. Une force de ce système, c'est que lorsqu'on prouve une propriété sur un objet, celle-ci se transfère immédiatement à tous les objets isomorphes sans surcharge de preuve. Les symboles de la logique propositionnelle s'interprètent sans problème avec les flèches. Une autre théorie des fondements concurrente à ZFC, c'est l'homotopy type theory, ou HOT.
C'est une théorie libre et qui n'a rien à voir avec celle de Bertrand Russell dans Principia Mathematica. Je vais être honnête, je ne peux pas vraiment vous l'expliquer de façon complète parce que je n'y comprends pas grand-chose. Je vais faire avec ce que j'ai. Hot est publié en 2013 dans le Hot Book, qui a été rédigé collectivement. Il popularise le slogan type égale espace. Très vite, de ce que j'en ai compris, l'idée de Hot, c'est d'identifier les types d'une théorie, c'est-à-dire les différentes natures possibles pour les objets, à des espaces topologiques, c'est-à-dire des espaces où on a une notion de lieu ouvert. Dans Hot, chaque proposition est vue comme un point de l'espace, et une preuve d'une proposition, c'est un chemin orienté d'un point à un autre. Le point de départ est l'hypothèse, le point d'arrivée est la conclusion. L'égalité, c'est un chemin non utopie. En fait, si deux propositions sont équivalentes, alors leurs types sont égaux. On pourrait voir ça comme le slogan isomorphisme implique égalité. C'est en fait une théorie constructive, qui est vérifiable avec des acides sans preuve comme Koch ou Lie. En quelque sorte, c'est un idéal pour les intuitionnistes. Elle repose en partie sur la fiabilité des algorithmes. C'est pour cela qu'on peut revenir à des algorithmes pour les démonstrations. Ainsi, fonder les mathématiques, ça n'a rien d'évident, et la théorie des ensembles l'a fait avec brio. Un chemin conséquent a été parcouru depuis les premiers travaux de Cantor sur l'indénombrabilité et les cardinaux, jusqu'à arriver avec des moyens de fournir des modèles pour toutes les mathématiques. Mais la théorie des ensembles, pour certains, est insatisfaisante, car elle ne reflète pas la nature structurelle des mathématiques modernes, ni leur aspect algorithmique avec l'avènement de l'informatique théorique. Certains reprochent même à la théorie des ensembles de manquer d'élégance, d'avoir des axiomes qui semblent forcés, qui sont détachés de vérités évidentes. Tout ça dans le but d'obtenir les résultats convenus. Il est donc raisonnable de chercher les nouveaux fondements, comme ETCS ou HOT, qui correspondent davantage à la vision qu'on a des mathématiques d'aujourd'hui, de sorte à dépasser la théorie des ensembles, de repousser toujours plus loin les limites des mathématiques pour atteindre réellement la perfection dont certains rêvent depuis plus de 100 ans.